L'objectif, donc, c'est de comprendre ces nouvelles technologies robotiques dans l'industrie aujourd'hui. Et moi, je suis Marielle Jaoudi. Je travaille au sein de ADI, de l'Agence Développement et d'Innovation de la région Nouvelle-Aquitaine. J'accompagne les entreprises dans les projets de développement et d'innovation et à la recherche de financement. Et je suis accompagnée aujourd'hui par les intervenants experts du domaine de la robotique. Philippe Bidot de l'ONERA. Il nous présentera dans un premier temps l'état de l'art et les avancées technologiques d'aujourd'hui avec quelques exemples d'usage robotique dans l'industrie. Je suis aussi accompagnée de M. Thierry Boisnard, qui est le dirigeant de la société FIF Sileps à Martillac, qui est un expert de la robotique industrielle, dit aussi intégrateur. Donc, il vous expliquera quels sont les acteurs aussi incontournables pour une entreprise désireuse de s'équiper de nouvelles technologies robotiques. On ne peut pas faire sans certains acteurs spécialistes. Et puis, David Danet de INRIA, qui présentera aussi les objets très pointus de ses travaux et expliquera aussi comment est-ce que les entreprises peuvent aussi avancer aujourd'hui grâce à des organismes de recherche pour aller plus vite et pour intégrer des dernières technologies de pointe dans leur chaîne industrielle. Tout d'abord, je voudrais vous présenter l'action dans le cadre de laquelle nous organisons ce webinaire, et il s'agit de l'action qui s'appelle Dynamique, qui est un écosystème et un projet en même temps européen, mais déployé sur le sol de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est un EDIH qui signifie au fait un écosystème d'innovation et de digitalisation pour les entreprises à base de technologies numériques avancées. Et l'objectif de ce projet, c'est de vous accompagner, les acteurs de la région Nouvelle-Aquitaine, à bénéficier et prendre en main les nouvelles technologies à base d'intelligence artificielle, que je vous décrirai après, mais pour gagner en compétitivité, gagner en productivité et vous moderniser. Alors, c'est un projet collectif qui regroupe au fait 13 acteurs dans une action collaborative, les 13 partenaires régionaux qui sont là pour vous et qui s'unissent dans cette action qui s'appelle Dynamique pour vous donner un coup de main et pour vous servir là où nous sommes le mieux placés. Il y a ADI, l'Agence de développement et d'innovation, qui pilote cette action, mais vous avez aussi des pôles de compétitivité, des organismes de recherche et de formation supérieure, des écoles d'ingénieurs, les centres techniques, le CATI, CEA, CETIM, Technalia, Nactronic, et puis EIT Manufacturing. Nous nous appuyons aussi sur des partenaires associés qui nous donnent accès aussi à d'autres entreprises, d'autres secteurs industriels qu'on ne toucherait pas, nous, peut-être un peu naturellement. Mais l'idée, c'est de rayonner auprès de l'ensemble des entreprises régionales de taille moyenne et intermédiaire et des acteurs publics. Donc, nous vous accompagnons dans le cadre de Dynamique pour vous aider à prendre la main sur les technologies nouvelles et à bien intégrer ces nouvelles technologies à base d'intelligence artificielle dans votre quotidien, quel que soit le cas d'usage, dans le cadre de votre processus industriel ou pour développer un nouveau produit ou un nouveau service à base de ces technologies-là ou pour améliorer votre fonctionnement administratif aussi, commercial, vous pouvez faire appel à Dynamique pour intégrer dans votre entreprise des technologies à base d'intelligence artificielle, tout ce qui est en lien aussi avec la robotique, les process agiles, l'interface homme-machine, parce qu'aujourd'hui, un robot ne se commande plus, il ne se développe plus sans faire appel à l'intelligence artificielle, les technologies de jumeaux numériques, la simulation, les modélisations et tout ce qui est Internet des objets et les IoT, les systèmes connectés, intelligents, pilotables à distance. Toutes ces technologies peuvent vous être rendues disponibles grâce à Dynamique. Nous vous accompagnons bien sûr pour la prise en main dans un cadre d'une IA digne de confiance et pour que votre projet ait un maximum de chances de réussir et être conforme aux réglementations actuelles et aussi vous prémunir face à des risques potentiels. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe? En fait, nous sommes 13 acteurs, vous avez vu, mais nous collaborons pour répondre à vos besoins dans un souci de proximité et personnalisation.
concrètement, en fait, pour simplifier, dès que vous avez un besoin ou un intérêt ou un potentiel projet d'innovation, d'industrialisation, d'investissement dans une nouvelle technologie à base d'intelligence artificielle, robotique ou voilà, les quatre piliers dont je vous ai parlé avant, vous pouvez venir nous rencontrer, nous contacter pour demander des conseils, des études de faisabilité, des études aussi de l'état de l'art, travailler sur les potentiels leviers, parce que peut-être vous ne savez pas aujourd'hui quels sont les bénéfices que l'intelligence artificielle peut apporter à votre entreprise. Nous pouvons vous aider par des ateliers d'idéation de réfléchir et commencer à réfléchir à ces sujets-là. Il y a aussi les services d'expérimentation, les tests avant d'investir, la recherche de financement pour vous aider à déployer derrière la partie industrielle de votre projet et des mises en relation. Nous accompagnons aussi les équipes dans les changements par des services de formation et accompagnement de RH, vraiment de spécialistes sur des sujets techniques et les cadrages. Alors voilà, sur les services dynamiques, ils se découpent en 4 familles, formation, test et expérimentation, mise en relation et accompagnement à la recherche de financement. Ces services sont complémentaires et se déroulent dans ce qu'on appelle un parcours client qui vous accompagne vraiment sur les différents stades de maturité de votre innovation, ou dans le parcours client, c'est une relation qui monte en puissance petit à petit à partir d'un diagnostic qui est pris en charge à 100% complètement. Il n'y a pas de reste à charge pour l'entreprise par le cofinancement public région et Europe. Nous vous faisons en fait, suite à ce diagnostic, une proposition de plan d'accompagnement que vous validez en totalité ou partiellement. Nous signons une convention pour valider l'étape de passage à l'action. Et une fois que la convention est signée, nous vous accompagnons dans le déploiement de services et à la fin, il y a une évaluation de satisfaction qui est faite, qui peut déboucher sur de nouveaux accompagnements parce qu'il y a de nouveaux services qui peuvent émerger entre le temps de diagnostic et de nouveaux besoins, pardon, qui peuvent émerger entre le temps de diagnostic et la clôture de premiers accompagnements. Donc, pour cela, n'hésitez pas à faire appel à nous. Donc, vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent à l'écran et vous les aurez dans les présentations. Donc, toutes les présentations vous seront envoyées ou indiquées où vous pouvez aller les chercher sur le site de Dynamique. Voilà, je reste à votre disposition jusqu'à la fin du webinaire pour toutes les questions. J'ai oublié de le dire. N'hésitez pas, peut-être pour ne pas les oublier, de les poser directement dans le chat au fil de l'eau, ou bien garder votre question jusqu'à la fin de présentation. Nous allons dédier un temps pour répondre à toutes vos interrogations. Je peux vous dire un mot en introduction sur les appels à projets qui pourraient vous intéresser dans le cadre de la robotique avancée. France 2030, donc au niveau national français, il y a des appels à manifestation d'intérêt pour les projets de la robotique avancée qui sont lancés actuellement, avec 3 clôtures avancées sur fin d'année 2024 et deux clôtures d'inscription aussi pour début 2025 et juin 2025 sur la robotique avancée et machines intelligentes, dans lequel en fait sont financés des projets d'innovation majeurs en collaboratif plutôt ou en individuel. Les deux sont possibles avec un cadre d'éligibilité et ce sont des dispositifs qui donnent opportunité au fait, aux industriels qui sont dans le domaine de la robotique, en collaborant peut-être avec des acteurs donneurs d'ordre finaux qui souhaitent intégrer de nouvelles technologies à base avec de la robotique à l'intérieur, d'automatisme et machines avancées, avec de la recherche ou pas. Voilà, il faut voir quel est le stade aussi de maturité de ces projets-là au niveau d'innovation. Mais ça vous donne l'occasion, en fait, peut-être de développer de l'innovation et de réfléchir à de nouveaux projets, de nouveaux produits, de nouveaux services que vous souhaitez apporter sur le marché pour le bienfait de vos clients. Et Dynamique propose des accompagnements complets pour les acteurs qui souhaitent tenter la chance et déposer un projet dans ce cadre-là. Donc, d'une part, un accompagnement par les experts de la robotique sur différents sujets et d'autre part aussi un appui à l'écriture
à la relecture du projet. Bon, voilà. Bah, du coup, Philippe, j'ai commencé à parler des appels France 2030. Ok, bon, Voilà, mais et puis on te retrouve, c'est parfait. excusez-moi. Et Voilà, Philippe vous donnera aussi voilà, quelques éléments à la fin à l'écrit et vous aurez ok. toutes les informations dans sa présentation. Voilà, donc en quelques mots, ce que l'on appelle un robot dans le contexte des applications industrielles, c'est une machine, un système mécanique polyarticulé qui est commandé par des actionneurs, asservis avec différents moyens, équipé d'effecteurs qui permettent sa mise en œuvre pour des fonctions de manipulation ou des procédés, et puis qui bénéficie naturellement d'un moyen de contrôle qui intègre des informations sur l'environnement par la connexion à des techniques de vision, de mesure d'effort, ainsi de suite, et qui généralement s'intègre dans un ensemble numérique à travers des moyens de communication. Voilà, donc l'une des premières difficultés dans l'accès à ces technologies, c'est de bien comprendre ce que sont leurs principales performances, leurs capacités. Il y a toute une zoologie de robots, c'est un ensemble d'offres qui aujourd'hui permettent d'accéder à ces moyens à des prix relativement très différents, et ceci s'explique très souvent par cette variation sur les prix s'explique très souvent par des performances qui sont très différentes en termes d'espace de travail, de précision, de positionnement, de répétabilité qui peut dépendre des qualités intrinsèques de la machine, de rapidité, de charge utile, de capacité de manipulation en termes de possibilités de mouvement, ainsi de suite. Donc, c'est l'une des premières difficultés que d'accéder aux performances des moyens que vous pouvez mettre au regard de vos besoins sans faire des investissements trop importants par rapport aux exigences des opérations, et inversement être en mesure de couvrir vos opérations avec des technologies qui sont appropriées en termes de performance. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces technologies ont vu leur coût se réduire drastiquement ces 15-20 dernières années. Hein. Si je prends l'exemple de ce qui est sur le graphique en bas à gauche, hein, on montre que les prix pour des moyens qui sont à capacité de manipulation sur un volume de travail d'à peu près 1 mètre pour 10 kilos, eh bien, les prix entre ce qui était en 84 et aujourd'hui ont été divisés par 3. Et si on regarde les performances, eh bien, en termes de répétabilité, ces 30-40 dernières années, on a gagné à peu près un facteur 10. Avant, on avait des capacités de l'ordre de 0,1 mm de répétabilité. Aujourd'hui, on descend en dessous du centième de millimètre. La gamme de prix dans laquelle se trouvent aujourd'hui les robots, c'est en gros de 150 à parfois 10 000 euros, et des fois un petit peu moins. Voilà, donc on les utilise à des activités dans l'industrie qui sont de la manipulation, de la logistique, mais aussi et très souvent maintenant pour la mise en œuvre dans des procédés que l'on dit continus de soudage, de découpe, de perçage, ainsi de suite, qui présentent des exigences un petit peu particulières du fait de l'interaction que l'on a avec l'environnement, et le besoin naturellement de maîtriser la qualité des procédés qui sont mis en œuvre. Alors, ces procédés bénéficient parfois de moyens de mesure qui sont intégrés de manière à pouvoir contrôler en temps réel, in situ, les opérations. C'est le cas notamment quand on fait du montage. On utilise très souvent des moyens de vision qui sont embarqués sur les effecteurs. On a également des moyens de contrôle quand on fait
l'usage de ces robots pour de la fabrication additive. Et puis, on les utilise aussi pour des choses qui sont plus spécifiques, de la reconstruction 3D, comme on le voit sur cette chaussure-là, ou des opérations en interaction avec des opérateurs humains qui peuvent être maintenant réalisées à travers les technologies de la cobotique. L'une des choses qui est au cœur des problèmes de robotique, c'est d'arriver à mettre en œuvre ces systèmes, donc produire des trajectoires qui satisfassent les exigences des tâches et puis qui tiennent compte des environnements dans lesquels on évolue en intégrant les incertitudes, les variations, ainsi de suite, et ceci avec un effort moindre, réduit possible en termes de temps de programmation, de coûts de programmation. Donc pour ça, on utilise différents types de techniques qui exploitent soit de l'apprentissage, soit de la programmation hors ligne, voire de la programmation directe, mais qui peuvent être aussi aidés par des moyens de perception qui donnent des capacités d'adaptation aux opérations face aux variations de l'environnement. Donc, je prends ici l'exemple le plus simple, hein, c'est celui de la mise en œuvre d'un robot en termes de mouvement libre. On prend appui pour se faire sur une description de la tâche sous une forme géométrique dans l'espace de tâche, et puis on la transforme en des consignes pour les articulations de ces robots à travers des modèles de ces systèmes polyarticulés. Et on va, à partir de là, eh bien, pouvoir tenir compte d'un certain nombre de contraintes qui sont notamment des obstacles dans l'environnement, en déformant les trajectoires. Et puis, quand on est proche des tâches qui sont à réaliser, eh bien, on utilise des capteurs pour eh bien, contrôler l'activité du robot au regard des procédés qui sont à mettre en œuvre. On arrive à mettre en œuvre des robots, notamment aussi dans des opérations d'assemblage, de montage, où là, on va tirer profit de la capacité de compliance ou d'adaptation naturelle des systèmes aux interactions, aux efforts qui sont ceux de l'environnement du contact, ou alors, quand ceci n'est pas possible, eh bien, on passe par des moyens qui utilisent des capteurs d'effort pour corriger les trajectoires et avoir la maîtrise des efforts d'interaction face aux variations des géométries et autres incertitudes. Voilà, donc la programmation, elle se fait à travers des moyens directs, hein, qui sont utiles pour décrire les différents keyframes, enfin les différents clés, les trajectoires, les lois d'interpolation qui permettent de maîtriser la géométrie et les lois de vitesse sur ces trajectoires. Ça, c'est la forme la plus simple. Et puis, on peut aussi avoir recours à des moyens de simulation qui permettent à la fois de vérifier la faisabilité des opérations et puis d'avoir des trajectoires qui s'adaptent aux contraintes de l'environnement jusqu'à prendre en compte les spécificités d'un procédé qui peut être relativement exigeant en termes de précision de trajectoire. De manière plus récente, sont apparues des technologies qui permettent de faire de la programmation directe par démonstration et en interaction avec un opérateur. Bon, ce sont des technologies qui sont limitées quand même en termes de précision dans la définition des trajectoires, mais qui apportent un gain supplémentaire en termes de facilité de programmation. Alors, de plus en plus, on fait maintenant intégration de capteurs que l'on dit extéroceptifs, notamment pour guider l'activité du robot face à son environnement de tâches. Et c'est le cas notamment
dans l'utilisation des moyens de vision qui permettent à la fois de reconnaître, de localiser les objets et puis d'asservir la trajectoire du robot pour notamment réaliser la saisie, la dépose de ces objets sans avoir à contraindre plus spécifiquement la position des objets et s'adapter aux variations à la fois géométriques et dimensionnelles de ces objets. Donc ceci représente un travail d'intégration des moyens de vision avec comme périphérique au système robotique et naturellement ceci peut être étendu à d'autres types de périphériques pour constituer des cellules robotisées qui permettent bien de réaliser des tâches avec beaucoup plus de flexibilité, moins de contraintes sur la position des objets. On arrive même à maintenant intégrer des fonctions que l'on dit autonomes qui permettent de s'abstraire des difficultés, notamment de la mise en œuvre de moyens dans des déplacements relativement complexes qui peuvent être contraints par tout un ensemble d'éléments dans l'environnement et nécessiter des capacités de décision pour l'enchaînement des actions élémentaires, donc de planifier ces activités. Donc ça, ce sont des fonctions qui sont maintenant dans l'état de l'art et qui permettent de simplifier grandement la mise en œuvre de ces moyens robotiques dans les opérations industrielles notamment. Voilà, et je terminerai là-dessus en disant que toute cette complexité dans la mise en œuvre et l'évaluation même de la pertinence et des performances des moyens robotisés dans des cadres d'application qui sont les plus diverses que variés, eh bien, bénéficie aujourd'hui de moyens de modélisation et de simulation qui permettent d'évaluer de manière assez précise, sous la forme d'une mise en service virtuelle, ce que peuvent être les possibilités, les capacités des systèmes robotiques face à des besoins qui sont, encore une fois, très souvent de nature très différente et qui ne peuvent pas être évalués simplement dans les logiques de transposition. Voilà, donc je vais passer la main à Thierry qui va illustrer ce propos à travers des applications industrielles dont sa société s'occupe. Thierry. Ok, bon, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Thierry Boisnard. J'ai vu des personnes dans le chat que je connais. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directeur chez FIV Sileps, qui est une société basée à Martillac, à côté de Bordeaux, et qui est une société spécialisée en robotique. Alors, avant de vous parler du sujet robotique, je vous fais une brève présentation de qui est FIV. Nous sommes un groupe international d'ingénierie industrielle français, je tiens à le dire parce que tout le monde a tendance à dire Five, mais FIV, c'est un groupe français qui est assez ancien puisque ça a été créé il y a plus de 200 ans. Aujourd'hui, c'est 8500 collaborateurs. On est présent sur tous les pays industrialisés du globe. Voilà, vous avez quelques chiffres ici, avec un chiffre d'affaires à peu près de 2 milliards d'euros pour l'ensemble du groupe. FIV, c'est une société qui a été créée en 1812, donc assez ancienne, et qui a été leader pendant de nombreuses années sur pas mal de secteurs d'activité, de l'ingénierie et de l'industrie assez lourde. Il faut savoir que FIV, pour ceux qui ne le savent pas, a construit les ascenseurs de la Tour Eiffel, les premiers du nom, le pont Alexandre III, des grosses constructions métalliques comme la gare d'Orsay, a collaboré à la fabrication des moteurs Hispano-Suiza et était avant-guerre un gros constructeur de locomotives, le premier français avant l'arrivée d'Alstom. Il faut dire que à la guerre, les usines FIV ont été réquisitionnées et FIV a eu du mal à continuer ces activités-là.
Voilà. Aujourd'hui, chez FIV, nous fabriquons tout un tas de systèmes différents. 200 ans de révolution industrielle, nous sommes partis sur l'industrie lourde et aujourd'hui nous sommes vraiment un groupe d'ingénierie dans différents secteurs d'activité. On les a regroupés sous 3 groupes. Le High Precision Machine, c'est aujourd'hui, on est fabricant de machines d'usinage de haute précision, c'est une de nos activités. La deuxième activité dans laquelle moi je me trouve est la Smart Automation Solutions, qui est un système, un système de production robotisé, automatisé pour les flux de production et les flux logistiques chez nos clients. Et puis Process Technology, c'est la troisième division qui va s'occuper de faire des usines de transformation de matières premières, transformation du verre, transformation d'aluminium, sucrerie, cimenterie, ainsi de suite. Voilà, ce sont les grosses activités du groupe divisées en 3 catégories. En ce qui concerne, moi, je m'occupe d'une société qui est spécialisée en robotique, qui s'appelle FIV Sileps et dont le site robotique est à Martillac. Vous voyez qu'il y a d'autres sites qui sont en région Bretagne, à Lorient, Plumeur et Lanester, donc dans le 56. En fait, c'est un regroupement de différentes sociétés qui ont été rachetées par le groupe FIV. À Bordeaux, la société s'appelait Synapse Robotique, pour ceux que certains connaissent, et qui fait partie intégrante maintenant du groupe FIV. Donc, FIV Sileps, c'est à peu près 290 collaborateurs et de grosses réalisations dans plusieurs domaines. Surtout automatisation des flux de production, donc avec la fabrication ou l'intégration, je vous expliquerai un petit peu la différence, de stockage automatique, de convoyeurs, de solutions informatiques. Nous avons développé notre propre ERP pour pouvoir s'interfacer avec tous les systèmes informatiques du commerce, de la robotique, ce qui nous anime aujourd'hui, des trieurs. Alors, je vais revenir sur le trieur pour introduire justement le sujet robotique. Et des AMR, alors ça c'est de l'intégration pure, c'est-à-dire que nous ne sommes pas directement fabricants, mais nous achetons ce type de produit à l'extérieur pour complémenter notre gamme. Les AMR, c'est des petits chariots qui sont guidés, qui permettent de porter soit des colis, soit des palettes pour optimiser les flux logistiques et diminuer la partie convoyage, parce qu'aujourd'hui nous faisons des convoyeurs pour les colis, mais aussi des convoyeurs pour les palettes. Voilà, donc les AMR peuvent complémenter cette partie-là. Alors, je voulais vous parler du Crior Crossbelt. Alors, je ne sais pas, peut-être certaines connaissent, certaines ne connaissent pas, mais je veux faire un petit zoom sur ce produit. Parce que ce n'est pas un produit qu'on a l'habitude de voir dans l'industrie manufacturière, c'est plutôt un produit qui est destiné à l'industrie du e-commerce ou du colis postal. En fait, ce produit-là, FIV en est le leader mondial. Il est fabriqué dans notre usine qui est à Milan, donc en Italie. Et on équipe beaucoup de plateformes logistiques avec ça, mais plutôt des plateformes logistiques colis. Et je voulais faire un petit zoom sur ce produit-là pour vous dire que, en fait, là, c'est un projet qui a été fait à Vancouver sur les postes canadiennes. Voilà, je fais une petite pause sur cette vue. En fait, ce strieur crossbelt, c'est un anneau. Oui, c'est ce que vous voyez devant ma souris, là, que je parcours avec la souris. C'est un anneau sans fin. C'est un convoyeur sans fin, en fait, finalement, qui va avoir pour mission de recevoir des colis et de les aiguiller vers des voies d'expédition. Donc, c'est purement du traitement de colis. Sur ce genre de plateforme, on reçoit des colis le matin, et on les évacue dans la journée. Donc, en fait, les colis ne restent qu'une journée maximum sur cette plateforme. Et donc, on a besoin de les trier très rapidement. On a des vitesses qui vont jusqu'à 3 mètres secondes. Je vous montre comment ça fonctionne. Voilà, là, on est sur le chargement des colis. Donc, c'est un trieur qui tourne à la vitesse de 3 mètres secondes et qui charge des colis sans s'arrêter, en fait, hein, comme si un train passait une gare et vous montriez dans le train sans que le train s'arrête. C'est exactement ce même procédé. Donc là, on charge des colis et puis on va aller les orienter vers des voies de sortie, des voies d'expédition. Et c'est comme ça que vous, quand vous commandez un colis sur une plateforme
de e-commerce, vous recevez le colis à votre domicile. Il est probablement passé lorsque vous le recevez chez vous, sur un trieur FIV, puisque nous occupons tous les gros sites de la planète. Alors pourquoi je vous parle de ce trieur-là? Vous voyez, ici, c'est sur les rampes d'expédition. Je vous en parle parce que ça a directement un lien avec la robotique qu'on va voir sur le slide suivant. C'est-à-dire qu'on a transposé ce trieur Crossbelt sur le tri et la préparation des produits frais. Alors, chez FIV-SILEPS, nous sommes vraiment dans ces secteurs-là que vous voyez, là, le secteur agroalimentaire et grande distribution. Donc, agroalimentaire, FIV-SILEPS a une renommée assez importante. Je ne vais pas venir sur ce sujet-là, mais sachez que si vous travaillez dans l'agroalimentaire et que vous avez besoin d'automatisation ou de robotisation, FIV-SILEPS peut répondre. Mais je vais faire plutôt un zoom sur la grande distribution et tout particulièrement sur le tri et les préparations des produits frais. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que sur une plateforme de colis, les produits rentrent le matin et sortent dans la journée. C'est exactement la même chose sur les produits frais pour la grande distribution, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser en stock les produits trop longtemps. Il y a des dates de consommation, ce qu'on appelle les DLC, dates limites de consommation, et donc on est obligé de traiter rapidement ces produits-là. Du coup, on a transposé le trieur Crossbelt, que vous voyez ici, pour traiter des produits frais. Donc c'est aujourd'hui ce que nous faisons depuis maintenant 3 ans, c'est-à-dire que nous installons chez nos clients, ça permet de trier les produits. Par contre, on ne parle pas de robotique ici. Sur la robotique, on a déjà des systèmes comme celui que vous avez en dessous, qui est de la palettisation. Donc, FIV-SILEPS est spécialisé en palettisation, donc la mise de produits sur palette. Et là, en l'occurrence, vous voyez sur cette vidéo de la préparation de palettes multiproduits, c'est-à-dire qu'on va aller imbriquer à forme genre Tetris différents colis, les imbriquer, les calculer, les positionner pour faire une palette qui se tient et qui correspond à la commande de la grande surface par rayon. Là, ici, on a le rayon boisson. Et on est sur du produit ambiant, c'est-à-dire ce qu'on appelle, par exemple, les boissons, les lessives, ainsi de suite. Mais pas des produits frais. Et aujourd'hui, chez FIV-SILEPS, nous n'avons pas la solution robotisée pour faire les produits frais. Du coup, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à se dire comment allons-nous faire pour aller faire de la robotique de la même sorte, c'est-à-dire de préparer des palettes aujourd'hui en produits frais. Eh bien, on s'est tourné vers Dynamic et c'est pour ça que j'introduis le sujet robotique, c'est-à-dire qu'à gauche, vous voyez sur cette photo-là, c'est le trieur Crossbelt dont je parlais tout à l'heure. On est sur des produits frais et ici, nous avons des rampes de sortie où au bout de chaque rampe, on a des opérateurs qui vont palettiser en fonction des destinations des grandes surfaces les palettes remplies de produits frais. Sur cette photo, vous ne voyez qu'une petite partie de la plateforme, mais il faut savoir que en fonction des plateformes, on a entre 80 et 150 sorties. Vous avez une vision ici un petit peu de ce que ça peut être la sortie des trieurs, c'est-à-dire qu'à chaque bout de ligne, vous avez des personnes qui font de la palettisation. Donc on est en train de se poser des questions, de savoir comment on pourrait faire pour mettre des cellules robotisées qui sont capables de faire de la palettisation de produits frais, mais sans en mettre 180 ou 150. Donc repenser les flux et surtout repenser penser la cellule de palettisation pour qu'elle soit efficace sur les produits frais. Et les produits frais, quand on les compare aux produits ambiants, c'est complètement différent parce qu'on a des formes qui sont très complexes, on a des produits qui sont très fragiles, on a des produits qui sont ouverts et c'est très difficile de les imbriquer les uns dans les autres sans les abîmer. Et donc, c'est un gros projet aujourd'hui pour lequel nous nous sommes tournés vers Dynamic. Et donc, c'est pour vous donner l'avantage aujourd'hui que Dynamic peut apporter sur vos projets, c'est que malgré que nous soyons industriels, nous avons besoin d'avoir une rupture sur notre façon de concevoir nos cellules robotisées et nous avions besoin d'aide et donc se tourner vers des laboratoires de recherche. Par contre, quel laboratoire? Quand on est industriel, on a une mauvaise vision, je dirais aujourd'hui, du microcosme économique des laboratoires. Et donc, du coup, on s'est tourné vers Dynamic qui nous a orientés. Et donc, aujourd'hui, on a déposé
un dossier dynamique pour France 2030 pour travailler sur des briques technologiques qui sont la vision plus l'IA. Donc, j'ai mis une petite photo ici, c'est comment reconnaître les colis et particulièrement les produits en barquette. Alors là, on voit une photo de produits fermés parce que c'est tiré de notre précédente étude sur les produits ambiants. Mais sur les produits frais, qui sont des produits souvent ouverts, des fromages, des yaourts, c'est compliqué. Donc, comment optimiser la vision et surtout l'intelligence artificielle pour qu'on puisse bien reconnaître les produits. L'appréhension, avoir une technologie de rupture sur l'appréhension, pourquoi toujours prendre avec des systèmes mécaniques? Est-ce qu'on ne peut pas trouver des systèmes plus performants? Travailler sur la trajectoire des robots, parce qu'on envisage que plusieurs robots puissent travailler ensemble. Et comment, bien évidemment, bien imbriquer les colis. Alors tout ça, ce détail-là, c'est David qui va vous le présenter à ma suite, mais c'est le but pour lequel nous sommes tournés, nous, sur ce projet Dynamique et France 2030. Voilà, donc c'est une grosse révolution en interne pour nous. Et nous espérons un succès avec cette collaboration qui est une première pour nous avec les laboratoires de recherche. Je voulais faire un petit zoom sur la fonction d'intégrateur. Je vous ai expliqué que nous étions intégrateurs de solutions. Nous pouvons répondre, alors dans nos secteurs qui sont celui des flux de production, usines ou logistique, à des besoins de nos clients finaux. Alors, parmi vous, vous avez sûrement pas, vous n'êtes pas forcément dans le même secteur d'activité que le mien. Si vous êtes dans le même secteur, je ferai un plaisir de vous renseigner si vous avez besoin de vous équiper. Mais si vous avez besoin de vous équiper aujourd'hui en robotique, sachez qu'il faut vous tourner le plus facilement vers un intégrateur et peut-être utiliser justement les services de Dynamique et qui vous orientera vers le bon intégrateur. Parce que des intégrateurs, c'est comme dans tous les métiers, il y en a des meilleurs que d'autres. Et donc, il faut vous trouver l'intégrateur qui correspond à votre besoin. Mais sachez que si vous tournez vers un intégrateur, en principe, il devrait vous apporter les services que vous voyez sur votre écran, c'est-à-dire une expertise, une expérience technique. Vous trouvez la bonne solution pour vous avec une solution personnalisée qui prend en compte votre process existant, votre process futur, ce que vous souhaitez avoir, et intégrer au mieux ce système, le nouveau système dans votre environnement, sans tout chambouler, et en prenant en compte votre informatique, vos machines que vous avez déjà en place. Voilà, ça c'est le rôle de l'intégrateur. Il vous permettra également après de vous suivre lorsqu'il aura installé les machines avec du support technique, de la maintenance. Votre machine, elle va peut-être vivre, votre process va peut-être vivre pendant 10, 15 ans, 20 ans. Et donc, il faut vous accompagner pendant cette durée de vie, faire évoluer peut-être le système. Et donc, c'est aussi le rôle de l'intégrateur, il ne faut pas l'oublier, c'est que c'est quelqu'un que vous allez choisir pour une grande durée. Et donc, il faut choisir il ne faut pas se tromper lorsqu'on fait son choix d'intégrateur. Et donc, c'est pour ça que je redis que Dynamique peut apporter un soutien là-dessus assez fort. Et puis, bien évidemment, vous avez accès aux dernières technologies et une chose qui est relativement importante, c'est qu'on est en France et qu'en France, on a des conformités et des règles de sécurité qui sont les plus drastiques aujourd'hui en Europe. Et vous devez être garant, lorsque vous mettez des installations automatisées ou des solutions robotisées, de respecter la sécurité de vos salariés, des personnes qui sont dans l'environnement de votre process. Et donc, c'est aussi le rôle de l'intégrateur de valider avec vous et que la conformité est en place. Et ça, c'est hyper important et trop de personnes le négligent aujourd'hui. Voilà. Donc, je voulais vous présenter ce que c'était que le rôle d'intégrateur. C'est faire appel à un intégrateur dans la robotique. Ça permet d'assurer une implémentation réussie et efficace des solutions robotiques, si vous choisissez le bon, bien évidemment, avec des bénéfices significatifs en termes de performance, de sécurité et surtout de retour sur investissement, parce qu'aucune solution ne se fera s'il n'y a pas un bon retour sur investissement. Voilà, je vais laisser la parole à David. Merci à tous. Il va vous expliquer un peu plus en détail le projet France 2030 que nous avons mis en œuvre ensemble.
Donc, donc je prends le relais. Je prends le relais en fait de Thierry. Donc, alors, qui sommes-nous? Nous, on est ce qu'on appelle le SRI, c'est-à-dire l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, qui est composé de tout un tas d'entités, universités, EPST, EPIC, CRT. Ça, ce sont tous des membres en fait de Dynamique. Et notre mission, c'est surtout pour les instituts de recherche, c'est de faire avancer les connaissances. Et ça, on se base en fait sur une connaissance qu'on retrouve principalement en fait dans les articles de journaux et qui nous donne en fait une excellente vision de ce qu'est l'état de l'art à l'heure actuelle sur tout un tas de technologies. On a bien évidemment des missions de formation, d'innovation, puis quelques autres missions. Mais en fait, ce qu'on sait faire en fait essentiellement, c'est de transférer une méthodologie pour créer de la connaissance. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Pour vous signaler que vous, dans vos entreprises, nous ne formons pas forcément que des chercheurs, nous formons aussi quelque part des ingénieurs après une thèse. Leurs métiers peuvent changer, mais là-dessus, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'ils sont capables en fait de faire un travail d'innovation, c'est-à-dire d'aller chercher à la source des connaissances qui peuvent être transférables. Et pourquoi c'est intéressant aussi? Parce qu'on a une mission en fait de transfert qui est vraiment importante pour nous. Et là, en fait, c'est un peu compliqué parce que dans l'écosystème, moi-même, en fait, j'ai un peu de mal des fois à bien comprendre. On a bien sûr des chargés de valorisation qui sont associés à l'université, aux EPST, aux EPIC et ainsi de suite. Et c'est peut-être un peu compliqué. Donc, le Dynamique est là vraiment en fait pour faire le lien et essayer de mieux comprendre où sont les compétences en fait que vous recherchez. Là, toutes les entités qui sont ici font de la robotique, mais on n'a pas les mêmes spécialités. Donc, c'est vraiment important de faire ce transfert, de bien faire ce transfert. Donc, comment on collabore? On collabore avec, on collabore déjà parce qu'on a une feuille de route commune. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'on a en commun un certain nombre de verrous qui sont importants pour l'entreprise, mais aussi en fait pour les centres de recherche ou l'équipe de recherche avec qui vous discutez. Et donc, il y a aussi un cas où l'équipe de recherche a déjà travaillé sur le sujet et c'est ce qu'on appelle du transfert sur étagère, c'est-à-dire que quelque part, il faut adapter la contribution scientifique aux problématiques en fait, de l'entreprise. Alors, pour le faire, il y a plein de systèmes qui va du projet d'étudiant, du consulting, du stagiaire en fait, qui est encadré en fait, par les laboratoires, de la bourse de thèse, par exemple, les bourses de thèse CIFRE, des projets collaboratifs, donc c'est ça qui nous amène plutôt aujourd'hui avec des projets qui sont régionaux, nationaux, internationaux. Donc là, on est plutôt sur un projet national, un projet qui est clairement coloré transfert, mais ça peut aller encore plus loin vers le laboratoire commun ou l'unité mixte. Alors, le choix en fait du dimensionnement, ça dépend en fait du nombre et de la difficulté des verrous, de la nécessité d'impliquer un certain profil, donc qui va du stagiaire au chercheur, et puis bien sûr de la durée et de la fréquence en fait de collaboration. Alors, moi, il y a un petit warning en fait qui est important, c'est qu'on a un petit problème de temporalité. C'est-à-dire que les temps de recherche ne sont pas les mêmes que les temps de l'industrie. Et donc, ça, c'est vraiment important pour moi en fait de pouvoir discuter avec vous le plus en amont possible pour avoir le bon timing pour être prêt à répondre en fait à une problématique. Et ça, c'est vraiment important en fait qu'on puisse échanger en amont. Enfin, là-dessus aussi, c'est que si vous êtes amené à collaborer avec des laboratoires, attention aussi au calendrier, c'est-à-dire que les recrutements en fait, qui sont faits sont très dépendants du calendrier dans l'année. Donc là encore, ça milite pour pouvoir discuter. Pour pouvoir discuter, il y a pas mal d'entités. Dynamique en est une. Il y en a d'autres en robotique dans la région, telles que Aquitaine Robotique ou Aerospace Valley. Alors, si je reviens en fait au projet, c'était le FIV avait sa problématique en fait d'ordonnancement, de palettisation de produits frais hétérogènes. Et donc, comme Thierry l'a dit, il y a un certain nombre de challenges au niveau de la commande du robot, mais aussi du gripper, de la perception et ensuite des algorithmes d'ordonnancement de palettes. Donc, on a rassemblé un consortium là ici, donc avec donc l'INRIA, l'Institut PEPRIM à Poitiers, Canon MSD qui s'occupe de la perception, et puis FIV a
une très bonne connaissance en fait de la palettisation, mais peut être aidé sur certaines heuristiques par une équipe de l'INRIA qui s'appelle Edge. Donc voilà ce que ça donne par exemple. Donc l'idée c'est de prendre des technologies existantes dans la recherche, mais qui ne sont pas adaptées en fait dans l'industrie. Typiquement, par exemple, vous avez ici Megapose, qui vous permet en fait faire de la reconnaissance et de la localisation d'objets. Vous voyez qu'ils sont robustes en fait quelque part à des occlusions. Et on va voir en fait que grâce à ça, on peut faire en fait de la saisie d'objets. Et sur la droite, en fait, vous avez une compétence qui est très forte de la part de Pprime sur la saisie d'objets avec ses mains, qui sont polyarticulées, bien sûr, qui sont vraiment très impressionnantes et d'un excellent niveau au niveau mondial, quoi. Bien évidemment, ça, ce n'est pas forcément la solution qui va être mise en place. Mais comment adapter ces technologies aux besoins en fait, de FIV, ça, c'est ce qui sera fait dans le cadre en fait, du projet. Alors, en ce qui concerne mon équipe de recherche qui s'appelle Octus, là où on est spécialiste, c'est d'essayer d'adapter le comportement du robot à un environnement qui est dynamique, humain éventuellement. Et il y a trois façons en fait de le faire, soit en fait en étant très actif, donc sans générer en fait de trajectoire, mais directement au niveau de la commande, de pouvoir changer facilement en fait d'objectif, de pouvoir restreindre l'espace de travail, par exemple en ajoutant des murs virtuels, ça aussi ça nous permet en fait de considérer des collisions possibles avec l'environnement, ou de moduler les performances. Alors un exemple de modulation de performance, ça c'est quelque chose qui nous a été demandé par PSA, enfin Stellantis maintenant. Où là, ici, au lieu d'arrêter en fait une chaîne, d'arrêter le robot et d'arrêter une chaîne en cas de contact possible avec un opérateur, là, ici, de limiter en fait quelque part la vitesse. Et vous voyez que là, notre ingénieur s'est rapproché du robot qui a continué à travailler si notre ingénieur ne bougeait pas. Alors, ça nous permet aussi de faire des choses comme ça, en fait, avec des très grandes réactivités en temps réel et des interactions possibles, en fait, avec le robot sur du suivi de trajectoire. Alors, comment on est arrivé, en fait, à là, c'est notamment avec des algorithmes qui ont été proposés et publiés sur des calculs temps réel de performance là-dessus. Philippe en a parlé un tout petit peu. Les contraintes du robot sont dues à son actionnement, c'est-à-dire on a une vitesse limitée, on a un espace on a des débattements qui sont limités, on a une accélération limitée, on a un couple limité. Et en fait, là, l'idée, c'est de projeter en fait ces performances dans l'espace des tâches, ce qui nous permet, par exemple, ici, de montrer qu'on est capable de faire travailler deux robots en même temps. Là, l'humain est plutôt considéré comme un perturbateur, là, ici, et d'essayer d'optimiser en fait les performances de ces deux cobots pour avoir une vitesse maximum qui est plutôt une intersection en fait là ici des performances, tout en permettant en fait d'avoir des capacités de force grandes. Et donc comment assembler ces briques pour pouvoir répondre en fait à la question de FIV, c'est-à-dire de prendre des objets en fait hétérogènes, ben, c'est l'objet en fait du projet et on va essayer on va agréger en fait ces briques technologiques pour répondre en fait aux besoins. Merci. Merci beaucoup, David. Bon, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, les industriels, il faut oser vouloir apporter de l'innovation dans vos entreprises pour avancer, pour gagner en compétitivité, pour oser et puis pour réussir, il faut s'entourer des bons acteurs, qu'ils soient du domaine de la recherche ou privé aussi. Il y a dynamique aussi pour pouvoir vous flécher vers les bons acteurs et quel que soit le profil des acteurs dont vous vous entourez, nous essayons tous de travailler en bonne agilité pour s'adapter aux contraintes de chacun, puisque nous avons tous des profils différents. Et ça, c'est très important, je pense, parce que ça peut aussi rassurer un petit peu les industriels quand David vous disiez, bah, on n'a pas la même temporalité, nous n'avons pas le même calendrier. C'était une question que je m'étais notée, combien de temps pour développer un projet comme le vôtre? Vous ne l'avez pas mentionné, mais là, concrètement, combien de temps va durer votre projet? Ouais, ça, c'est un beau projet parce que souvent, en fait, c'est un peu difficile. Et là, je trouve que le France 2030 a fait un projet qui permettrait en quelques années, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans, 4 ans, quoi, de pouvoir transférer quelque chose qui est vraiment sorti des thèses. Voilà, quoi.
Les modes de commande que vous avez vus, c'était une thèse qui a été faite fin 2023 là-dessus, et on espère commencer. Bon, là-dessus, c'est vraiment un transfert très rapide en fait de ces technos-là. Donc en général, c'est un peu plus long, mais en fait, vous ne le voyez pas. C'est-à-dire que la recherche développe ses propres produits et ils arrivent en fait à maturité au moment en fait où les boîtes en ont besoin. Donc on est quand même un peu en avance de phase, hein. Enfin, on essaye d'être en avance de phase sur les besoins. Très bien. Un dernier mot à Philippe pour présenter ce dont Oui, je commençais à vous parler au début. voilà, donc vous avez une illustration d'un type de projet qui peut être soumis au financement de France 2030, qui a réservé un budget tout à fait significatif au développement des technologies de la robotique aux besoins de l'industrie. Il y a plusieurs appels qui sont programmés dans l'année qui vient déjà, qui reprennent assez globalement le cadre des appels précédents, mais avec des particularités, puisque le seuil d'éligibilité des projets en termes de montant financier a été abaissé de manière à pouvoir donner accès à ces appels à proposition à des plus petites entreprises, à des acteurs émergents. On va aussi déplacer les niveaux TRL pour aller piocher encore plus dans les produits de la recherche. Ça peut concerner des briques logicielles, mais aussi des briques matérielles, hein, des composants technologiques, physiques qui sont utiles à la robotique, que ce soit pour l'actionnement, la perception, ainsi de suite. Ça prend en compte un petit peu plus que par le passé les contraintes et obligations quelque part dans dans le développement de ces technologies sur l'impact environnemental. Et puis, ça met l'accent sur des points de convergence entre l'IA et la robotique. Vous en avez des illustrations juste un instant. Voilà, donc on a eu quelques beaux succès en région sur les précédents appels. Un nombre significatif d'entreprises ont été lauréates et on peut s'en féliciter. Ce webinaire, c'est aussi l'occasion de vous dire, soit en tant qu'utilisateur final, soit en tant qu'intégrateur, considérer cette opportunité de soutien pour envisager des développements de technologies pour votre industrie spécifique ou pour servir plus largement toute une filière. Dynamique est là pour vous aider dans cette démarche si vous souhaitez vous y impliquer, à la fois sur le développement du contenu technique, mais aussi dans la forme des dossiers qui sont parfois un petit peu exigeants. Donc, l'expérience compte beaucoup dans ce domaine-là et les acteurs regroupés au sein de Dynamique peuvent être, je pense, en mesure de vous aider très significativement. Voilà. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que nous sommes déjà en 11h02. Bon. J'ai une question, je vais en profiter à Thierry. Ce que vous avez envisagé là, les premiers résultats, vous les espérez sous quel terme? Je veux dire, sans forcément attendre l'intégration de toutes les technologies qui ont été envisagées, mais la première maquette de la cellule robotisée dans son évolution, c'est pour quand? Bien, le programme France 2030, c'est 2 années d'études et 1 année de création d'un POC, donc une preuve de concept. Donc, d'ici 3 ans, ce qu'on espère, c'est avoir défini surtout je dirais un prototype de salon, hein, qui aurait les fonctionnalités clés. C'est-à-dire celle de l'appréhension, enfin, les 4 qu'on a données tout à l'heure. Et après, il faudra l'industrialiser, faudra donc il y a encore minimum 1 année derrière pour vraiment transformer ce produit en produit industriel. Donc c'est une mise sur le marché dans 4-5 ans. Voilà.
Et vous avez vraiment l'impression que vous aurez un avantage compétitif par rapport à la concurrence à l'international aussi, parce que votre société a un marché international. Alors, on a fait pareil hein, pour la vidéo qu'on a montré tout à l'heure, David et moi, c'est-à-dire la palettisation hétérogène des produits ambiants. On a suivi un peu le même principe, hein. On est parti sur une technologie de rupture par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire pour faire de la palettisation hétérogène. On a fait plutôt en interne avec des compétences variées des différentes sociétés du groupe. On a mis 3 ans pour développer ça. Quand on est arrivé sur le marché, on est arrivé en même temps qu'un concurrent allemand. Donc, on parlait des Allemands tout à l'heure, mais effectivement, on a un concurrent allemand. Et donc, on s'est partagé le marché dans les 2 premières années avant que d'autres concurrents nous rejoignent. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'on est 4-5 grands acteurs sur ce sujet-là au niveau mondial. En France, je pense que le plus d'implantations ont été faites par FIA, si ce n'est que notre concurrent allemand en a fait aussi pas mal, particulièrement chez un gros donneur d'ordre sur lequel nous sommes peu présents. Voilà, mais donc on a déjà fait cette étape-là, donc aujourd'hui, il n'y a pas de solution sur le marché sur les produits frais, hein. Il y en a pas. C'est essentiellement manuel. Bien sûr qu'il y a des gens s'y projettent parce que le marché est non négligeable, hein. Il faut savoir que le marché du frais, c'est plusieurs milliards d'euros au niveau mondial, plusieurs milliards de dollars, on va dire même plutôt. Et donc, en fait, ça représente à peu près 50% du volume du SEC, hein, enfin, du produit ambiant. C'est un marché colossal sur lequel il n'y a pas de solution et les solutions sont très complexes. C'est pour ça qu'il n'y en a pas d'ailleurs, hein. Et donc ceux qui auront la bonne solution, et quand je dis c'est la bonne solution, c'est vraiment l'ensemble. C'est-à-dire que c'est pas simplement attraper des produits, hein, c'est savoir les attraper, c'est savoir les trier, c'est savoir les amener dans un ordre bien précis, c'est savoir les imbriquer entre eux, les reconnaître. Enfin bon, il y a tout un tas de contraintes qui doivent être levées. Et pour cela, il faut déjà avoir des technologies assez pointues. Et donc, on n'est pas énormément d'acteurs à faire ce genre de choses. Et donc, oui, tout le monde travaille dessus. Donc, est-ce qu'on sera les premiers? Je ne sais pas le dire. J'espère. Bon. En tout cas, l'industrie va très vite et c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui. Et c'était un peu ma crainte et que j'ai exprimé d'ailleurs auprès des acteurs qui sont ici, c'est de dire comment conjuguer des travaux de labo qui sont longs avec l'industrie qui veut toujours des délais plus courts. Voilà. La consommation évolue, vous le voyez tous les jours. Depuis quelques années, depuis le Covid, on a complètement changé nos modes de consommation. Aujourd'hui, on consomme beaucoup en commandant sur Internet, alors ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Et donc, l'explosion des plateformes logistiques démontre cela. Les trieurs cross-belt, on en vend de plus en plus parce qu'il faut trier les colis. Voilà, donc ça va très vite. C'est vrai que 5 ans pour nous, c'est très long. Mais de notre côté, il y a des étapes à franchir parce qu'elles sont complexes. Ok. Maria, juste pour comprendre peut-être un petit peu plus ce que sont les apports de dynamique par rapport à s'adresser à un acteur individuel, si je puis dire. Voilà, le fait du collectif, qu'est-ce que ça apporte dans les réponses qui sont données aux clients, typiquement sur un projet d'innovation comme ça, le fait de le faire collectivement et non pas individuellement, c'est quelque chose qui... Oui, c'est l'optimisation. En fait, vous avez en un seul lieu, le terme du guichet unique était un peu mentionné à des Oui. moments donnés, mais c'est exactement ça, la dynamique. C'est avoir en un seul lieu l'ouverture vers diverses expertises et compétences qui sont complémentaires et qui, si vous allez voir un seul acteur isolément, ne seront pas peut-être mises à profit de votre projet. C'est d'ouvrir au fait les champs du possible pour aller plus vite sur votre objectif final d'innovation et aussi avec les bonnes technologies pertinentes qui sauront se déployer le plus rapidement et le plus efficacement possible, en fait. Donc,
C'est ça l'avantage et puis la complémentarité des profils des partenaires dynamiques. Nous avons les experts en accompagnement des entreprises qui connaissent très bien les différents guichets de financement. Là déjà, on a présenté 2 opportunités France 2030, mais nous pouvons vous flécher vers d'autres guichets qui sont au niveau plus local, au niveau de la région ou au niveau européen. Donc c'est aussi le niveau voilà, d'expertise et d'intervention de différents acteurs pour vous faire gagner en compétitivité sur ces sujets qui sont complexes. Je vous rejoins, en effet. Ok. Est-ce qu'il n'y a toujours pas de questions? Vraiment, dans le chat, il n'y a rien du tout. Bon, nous avons toujours 29 participants qui sont restés jusqu'au bout. Je vous remercie d'avoir tenu un petit peu plus d'1 heure et j'espère que les intervenants ont pu répondre à toutes vos interrogations et vous savez aujourd'hui où ça en est, la recherche innovation dans le domaine de la robotique avancée appuyée par des technologies à base d'intelligence artificielle. Je remercie Thierry, Philippe et David pour leur excellente prestation. Et je remercie tous les participants et je vous rappelle que vous pourrez retrouver le replay et les présentations qui vous seront envoyées au fait ou sur le site de dynamique.eu. Voilà. Merci beaucoup.